Alors, pour revenir au droit à l'eau, on voit qu'il a été reconnu au niveau international. En revanche, ça pose un problème de souveraineté des États. Comment on pourrait imposer à un État de respecter ce droit à l'eau? Est-ce qu'il faudrait créer une agence? Qui pourrait se charger du financement? Parce que ça la pose aussi le problème de savoir si on instaure une nouvelle solidarité internationale à ce sujet. Voilà, peut-être Gérard Payen sur les aspects de financement. Et... Je veux bien répondre sur les questions de financement, mais comme l'a rappelé Alain Boinet il y a quelques instants, l'aide internationale pour les pays en développement représente 5% des dépenses que ces pays assurent au titre des 3T dont je parlais tout à l'heure pour l'eau potable et l'assainissement. Ces 5% sont fondamentaux, très importants dans certains pays qui sont très pauvres, où ils peuvent représenter une part de la moitié pour les plus pauvres de l'effort en question. Mais par contre, c'est relativement marginal pour la plupart des pays. Et donc, les dispositifs de solidarité internationale sont excellents pour répondre à des cas particuliers. Alors, par exemple, Alain parle des actions d'urgence. C'est sûr que quand Haïti est bombardé, il faut bien qu'il y ait une aide internationale qui arrive. Mais pour les milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau, ce n'est pas l'aide internationale qui va résoudre leurs problèmes. C'est le fait que leur gouvernement apportera une priorité politique suffisante dans le budget du pays pour l'accès à l'eau potable. Et ceux qui l'ont fait, les gouvernements qui l'ont fait, ont eu des résultats tout à fait spectaculaires. Monsieur Boinet, vous voulez compléter? Mais oui, j'aurais une question finalement à poser, mais à Gérard, parce que je pense qu'il est mieux placé éventuellement pour y répondre. C'est que moi j'ai compris que cette résolution des Nations Unies de l'été 2010, d'abord, elle n'a pas été votée à l'unanimité. Il y a sans doute de très grands pays qui ne l'ont pas soutenue, premier point. Peut-être même les États-Unis, la Chine, enfin, je pense à eux, mais d'autres encore, mais au risque de me tromper. Puis deuxième point, de toute façon, cette résolution n'a pas de valeur contraignante. Mais c'est une question. C'est une question. Je peux répondre? Allez-y. Je connais relativement bien le sujet parce que j'ai deux casquettes. L'une, je travaille aux Nations Unies avec le secrétaire général. Et d'autre part, je représente la Fédération internationale des entreprises privées de services d'eau qui, depuis des années, a soutenu le concept de droit à l'eau, qui a participé donc aux travaux du Conseil des droits de l'homme. Je voudrais répondre sur les deux éléments d'Alain. L'année dernière, il y a eu deux résolutions aux Nations Unies. Il y a eu une résolution à l'Assemblée générale des Nations Unies qui était une décision de principe. C'est-à-dire que l'Assemblée générale a reconnu le droit à l'eau comme un droit de l'homme. Mais c'était une résolution dans laquelle il n'y avait pas de chair, c'est-à-dire qu'on ne savait pas ce que c'était, ce droit de l'homme. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça a été un basculement quand même pour beaucoup de pays, à l'époque, il n'y a pas eu unanimité. Mais le fait d'avoir reconnu le principe a fait évoluer un certain nombre de pays, et en septembre, fin septembre, il y a eu consensus. Et c'est à l'unanimité que les pays ont décidé au Conseil des droits de l'homme, fin septembre, de faire du droit à l'eau un droit de l'homme, de le rattacher à un traité international dont nous sommes signataires, et donc de lui donner un contenu précis. Alors dire qu'il ne crée pas d'obligation aux États, c'est faux. C'est faux. Il crée une obligation très précise à tous les États qui sont signataires de ce traité international. Je crois qu'il y en a 160. Alors ils ont l'obligation de quoi? D'assurer progressivement un accès universel à l'eau à leur population. Ce qui veut dire concrètement, en fait, qu'ils ont l'obligation d'avoir des politiques qui visent l'accès universel à l'eau. Donc pas des politiques de moyens qui disent bon, cette année, on va consacrer 10 millions ou 100 millions pour l'accès à l'eau, puis on verra bien ce que ça donne. Non, ils ont l'obligation d'avoir un calendrier, d'avoir une politique de long terme qui permette de donner l'accès à l'eau à tout le monde. C'est une véritable obligation. Avec une limite, c'est que tout un chacun n'est pas capable de les mettre au tribunal. Mais la communauté internationale, théoriquement, a cette capacité. Alors, on va peut-être donner la parole à la salle s'il y a quelques questions. Monsieur? En matière de tarification, ne pensez-vous pas qu'il faut distinguer des situations des pays les plus pauvres, comme le Burkina Faso, où le raccordement et où l'habitat ne permet pas un raccordement classique à 100%, les pays émergents, comme le Maroc et la Tunisie, où en milieu urbain, on s'approche de 100%
de raccordement direct, comme en Europe, à l'eau potable. Ne pensez-vous pas qu'il faut distinguer le raccordement de ce type au raccordement par borne fontaine, qui justifie de tarifications tout à fait différentes? Et ne pensez-vous pas que caricaturer, comme on le fait en France, le système des tarifs progressifs, qui aujourd'hui doit être adopté dans une grande majorité des pays du monde, en particulier des pays émergents, mais même de pays très riches, à la fois pour des facteurs sociaux et pour des facteurs d'économie de l'eau. L'économie de l'eau, c'est très important dans beaucoup de pays, donc les deux. C'est en même temps une tarification de pointe pour les périodes sèches, automatiquement, les tarifs progressifs. Ne pensez-vous pas que ces tarifs qui ont fait l'objet d'études par des gens qui ne sont pas plus bêtes que nous, au Brésil par exemple, les tarifications, et dans la majorité des pays, les tarifs progressifs sont accompagnés de tarifs par tranche, par catégorie sociale, quand on est dans les catégories domiciliaires. Est-ce que ça ne contribue pas à marginaliser l'école française de l'eau par une incompréhension de ces mécanismes? Parce que quand vous poussez au bout, je m'adresse en particulier à M. Payen, vous finissez par dire que finalement, faire des remises sur les premières tranches, sur les faibles consommations, c'est moins social que le tarif plat à la française. Là, je crois que franchement, vous poussez le bouchon extrêmement loin. Que le modèle chilien soit dans un pays d'économie libérale, il faut le dire. Le Chili, avec la Tunisie, mais le Chili, c'est très intéressant que le Chili, pays à économie très libérale, va être le premier pays marginal à pratiquement avoir un taux de raccordement à 100%, non seulement en urbain, qu'il a depuis longtemps, mais même en rural, au prix d'investissements énormes. Mais pourquoi le Chili peut faire ça? Le gouvernement subventionne les plus petits consommateurs. Parce que d'abord, il n'a pratiquement pas de bidonville en ville, et ensuite parce qu'il a un gouvernement libéral, d'économie libérale, suffisamment sérieux pour que ces promesses que le budget payera directement les subventions seront respectées. Ce qui n'a jamais été le cas dans aucun autre pays qui n'a pas la qualité de gestion de ces entreprises publiques. Mais je crois que vous devriez regarder un peu ce que sont les tarifications du Brésil. Les tarifications de la Colombie associent le progressif. Ce n'est pas vrai qu'elles matraquent, qu'elles font payer les particuliers par les entreprises, mais elles associent la tarification progressive avec la tarification domestique en 6 tranches sociales. Vous avez des réflexions très importantes dans le monde sur ces tarifs-là. C'est de l'ingénierie assez compliquée. Ça peut être mal fait, j'en suis d'accord, hein, mais sur le Maroc et la Tunisie, les insuffisances que vous signalez que ça a sont mineures, elles sont connues. Il y a des méthodes pour y faire face. Je pense que là, il s'agit d'un point très important où le modèle français se marginalise par méconnaissance et par étude insuffisante des pratiques d'un certain nombre de pays étrangers. Aussi bien, ce problème touche les pays émergents. Je suis d'accord que sur les pays extrêmement pauvres, il ne concerne que les raccordés, qui sont souvent une minorité. Monsieur Payen, vous voulez Écoutez, monsieur, je suis absolument ravi que vous ayez pris ma balle au bon. Hein. J'ai simplement dit que lorsqu'on veut faire un tarif social, il faut vérifier que le système tarifaire qu'on imagine bénéficie effectivement aux plus pauvres. Les exemples que vous avez pris, je suis d'accord avec vous, en Colombie, je n'ai pas dit le contraire. En Colombie, ils n'ont pas pu cibler le tarif en fonction du niveau de revenu, mais ils ont pris un équivalent qui est le mode d'habitat, avec un certain nombre de tarifs qui dépendent du mode d'habitat. Et ça marche bien en Colombie, effectivement. Dans le rapport sur le développement humain que j'ai cité tout à l'heure, la Colombie est un pays sur lequel les pauvres bénéficient davantage que les riches du système tarifaire. Absolument. Absolument. Donc je crois que nous sommes d'accord là-dessus. Mais mon propos était de dire, faites attention à la consommation, parce que économiser la consommation, et vous l'avez dit très bien aussi,
ça a pour impact d'économiser l'eau, ce qui est très bien. C'est aussi un objectif public important. Mais il ne faut pas croire que économiser l'eau soit forcément la même chose que d'aider les plus pauvres. Voilà. Mon propos n'était pas plus compliqué que ça, mais je suis complètement d'accord avec vous. Les politiques tarifaires, c'est un métier, c'est compliqué. Mais je voudrais surtout, justement, qu'on ne croit pas que c'est simple et qu'il suffit d'appliquer un principe théorique qu'on a en tête. Alors, nous avons des questions par Twitter qui nous sont posées. Tout d'abord, mais vous avez déjà un peu donné votre avis, que pensez-vous donc de la nouvelle législation française sur la question de la tarification sociale? Et d'autre part, que pourrait-on penser d'une gestion partielle ou totale d'une tarification sociale au niveau européen? Quel enthousiasme pour l'Union européenne. Je ne me sens pas suffisamment compétent sur la question. Alors, je vais simplement dire une chose. Pour qu'il y ait une tarification sociale au niveau européen, il faudrait qu'il y ait une tarification européenne. Je signale qu'aujourd'hui, la tarification, elle est municipale. Donc on en est quand même assez loin. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un système d'aide qui pourrait être mis en place au niveau européen qui permette d'uniformiser l'accès à l'eau des Européens? Quelles sont les situations en Europe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une espèce d'uniformité ou est-ce qu'il y a des situations qui sont assez difficiles? Il y a une première tranche à tarif zéro en Flandre, dans l'État des Flandres. D'accord. Je pense qu'en Europe, pour des raisons historiques, les modes institutionnels de gestion de l'eau sont tous différents. Dans certains pays, c'est centralisé, comme la Grande-Bretagne, enfin l'Angleterre plutôt et le Pays de Galles. En France, c'est complètement décentralisé, c'est au niveau des communes. Il y a des endroits où la gestion se fait au niveau régional. Donc déjà, le système institutionnel est très variable. Les modes tarifaires sont également assez variables. On est loin d'une uniformité au niveau européen. Ça ne me paraît pas très grave. Ce qui est important, c'est que tout le monde ait de l'eau, que cette eau soit de bonne qualité, qu'on en ait 24 heures sur 24 et dans des conditions économiques optimales. Bon, tous les pays font plus ou moins, obtiennent plus ou moins ça quand même. C'est justement la question que je posais au niveau européen. Tous les États membres, toutes les populations des États membres reçoivent une eau de qualité convenable et dans des situations qui touchent toute la population. Est-ce que le droit à l'eau est respecté au niveau européen? C'est une bonne question. Est-ce que déjà il est respecté en France, puisqu'il est respecté dans les autres pays? Je pense que c'est un chantier qui s'ouvre. Il y a déjà des réflexions en France pour savoir justement ce qui se passe. On a des éléments de droit à l'eau, mais je crois qu'à cause de la résolution des Nations Unies, dans tous les pays, il y a des gens qui cherchent à valider leur système national. J'étais au Portugal il n'y a pas très longtemps, dans une réunion de cette nature, où les professionnels de l'eau m'ont interpellé en me disant « Bon, il y a un nouveau droit à l'eau, est-ce que notre système national fonctionne par rapport à ça ?» Bon, on a discuté, ils sont en train de travailler là-dessus, mais je pense que ce n'est pas un exemple parmi d'autres. Il y a certainement d'autres pays européens qui fonctionnent sur ce sujet. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une autre question de la salle? Madame, allez-y. Oui, je souhaitais poser la question à M. Payen, justement, à ce sujet, puisque j'ai assisté récemment à une réunion avec l'ambassadeur de Roumanie. La Commission européenne a accordé 24 milliards d'euros à la Bulgarie et à la Roumanie pour l'éducation et l'intégration des gitans. Pour l'instant, à la demande de Mme Ashton, seuls 85 millions d'euros ont été justifiés par la création d'écoles. Est-ce qu'on ne pourrait pas inclure dans cette éducation et cette intégration l'accès à l'eau, justement? Est-ce que vous ne pourriez pas vous mettre en relation avec la Roumanie, la Bulgarie, les ambassades, dont c'est le rôle, pour ces projets dont vous parliez, puisque vous parliez de campements, de gitans sans accès officiel à l'eau? D'autre part, une question à M. Boinet. J'ai vécu au Mali, où j'ai appris que le discours des Blancs, il se trouve que quand j'y étais, les médecins blancs faisaient une campagne contre l'excision. Ces discours étaient perçus comme colonialistes et avaient souvent des contre-réactions. Donc, les messages doivent impérativement passer par les Africains eux-mêmes. Quelle est votre influence sur les gouvernements africains, où il y a d'ailleurs d'énormes fortunes, ne l'oublions pas? Alors, Monsieur Payen, vous voulez répondre à votre partie de la question?
Moi, je suis désolé, mais je ne suis pas très compétent. Je ne connais pas le contenu de tous les programmes d'aide européens qui vont en direction de la Bulgarie et de la Roumanie. Vous m'excusez, mais je ne sais pas. J'en connais qu'une partie. Je connais l'aide qui est faite pour leur permettre d'accéder rapidement à des taux de conformité convenables aux mêmes directives que nous en matière d'eau potable et d'eau usée. Mais par contre, en termes de formation, j'avoue mon incompétence. Par contre, mon propos tout à l'heure sur les camps des gens du voyage, ce n'était pas pour la Roumanie, c'était pour la France, hein, de ce dont je veux parler. Monsieur Boigny, en ce qui concerne le Mali. Moi, j'ai pas de lumière particulière sur l'Europe. Ce que je sais, c'est que notre ami Jean-François Donzier nous dit, dans le cadre de l'approche régionale dont il est en charge pour la préparation du Forum mondial de l'eau, qu'il y a des pays effectivement d'Europe centrale et orientale où certaines populations n'ont pas accès à l'eau potable et à l'assainissement. Donc il dit que c'est aussi une urgence en Europe, dans ces régions. Et moi j'ai le souvenir, quand nous sommes intervenus dans les Balkans pendant 10 ans, à partir du début de la guerre en Bosnie-Herzégovine, que nous avons effectivement développé des programmes en Macédoine notamment et en Albanie d'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans des villages qui n'avaient pas. Donc c'est pas loin. C'est pas loin. Sans même parler de la qualité de l'eau, sans même parler de la Serbie après les frappes de l'OTAN de mars 99, où il y a eu beaucoup de destruction et beaucoup de pollution qui avait un impact sur l'accès à l'eau potable, à l'assainissement, ou qui risquait d'en avoir. Alors après, oui, ce que vous dites, bon, nous on n'est pas présents au Mali. Vous avez raison, il ne faut pas avoir un discours décalé par rapport aux populations. C'est vrai que nous on intervient dans des situations de crise où les besoins des populations sont vraiment des besoins vitaux. Hein. C'est des populations en danger. Donc les gens se battent pour leur survie, quoi. Donc, et nous dans nos équipes, pour un expatrié, on a 10 nationaux. Hein. Donc en fait c'est des équipes mixtes. On a un expatrié donc, pour 10 nationaux. Et beaucoup de ces nationaux sont des cadres. Et des gens qui restent dans la durée. C'est eux qui restent le plus longtemps dans les missions, parce que les expatriés tournent, les nationaux restent évidemment. Bon, quant à avoir une influence sur les gouvernements, souvent il n'y a pas de gouvernement, pas beaucoup de gouvernements, pas beaucoup d'interlocuteurs. Alors on essaye d'en avoir. Bon, j'ai quelques exemples qui me viennent à l'esprit. Quand nous étions à Beni, quand on a inauguré la station que j'évoquais tout à l'heure en 2005, on a invité le ministre en charge de l'eau, qui était le ministre de l'énergie, qui est basé à Kinshasa, mais quand même à plus de 1200 km de Beni, et puis aussi la direction de la régie des eaux. Et ça faisait une dizaine d'années que ce n'était pas vu du fait de la guerre. Donc on était assez contents de... Le ministre était venu avec le directeur et une partie de la direction de la régie des eaux de Kinshasa, et on a joué les intermédiaires pour leur dire voilà de quoi ils ont besoin. Ils avaient besoin de chlore, par exemple. Il n'y avait pas de chlore, on ne trouvait pas de chlore à Beni. On avait du mal à trouver du chlore dans la zone. Le chlore était souvent de mauvaise qualité ou coupé avec je ne sais trop quoi, de la farine. Donc c'est vrai qu'on peut jouer un rôle de médiateur, y compris entre les responsables d'un même pays dans une situation de conflit, quoi. Je voudrais aussi citer un bon exemple quand même très positif. En Haïti, il y a un organisme qui s'appelle la DINEPA, Port-au-Prince, la direction de l'eau et de l'assainissement, et qui a joué un rôle extrêmement positif, très très positif pour l'ensemble des acteurs internationaux après le tremblement de terre. Vous savez que les Nations Unies ont mis en place un système de clusters, donc il y a une dizaine de clusters. Alors ça peut être aussi bien la logistique, l'aide alimentaire, la santé, l'eau, l'assainissement. C'est l'UNICEF qui est en charge, et donc on se coordonne entre les acteurs de l'eau pour répondre aux besoins des populations. Et là, la DINEPA est un organisme qui n'avait pas été affecté par le tremblement de terre, par chance, avec des cadres de bon niveau. Et en fait, toutes les réunions du cluster avaient lieu à la DINEPA. Alors que dans beaucoup d'autres cas, ça se déroulait sur l'aéroport. Au début, impossibilité d'accès parce que les troupes américaines contrôlaient l'aéroport. Tout se faisait en anglais. Évidemment, les gens n'y comprenaient rien, donc ils n'y allaient pas. Enfin, les Haïtiens qui ne parlaient pas anglais, donc ça faisait quand même beaucoup de monde. En tout cas, la DINEPA, ça a très bien marché. Donc c'est vrai, quand il y a des interlocuteurs ou des gens motivés qui bossent, etc., c'est essentiel, quoi, pour la suite, quoi. Enfin, d'abord comme partenariat, pour que ça aille mieux répondre aux besoins des populations. Ça, c'est essentiel. Et une des grandes difficultés qu'on a, précisément, quand on met les installations dans l'urgence, c'est leur durabilité. Parce que même quand vous faites des forages, vous mettez des pompes à main, les pompes à main, elles ne fonctionnent pas un siècle. Hein. Et si derrière, il n'y a pas un comité de gestion, s'il n'y a pas un système de recouvrement de cotisation, un jour, ça tombe en panne et vous êtes parti et il n'y a plus d'eau potable, quoi.
Donc c'est après que c'est compliqué. Donc il faut vraiment des relais. Et nous, on met toujours en place des comités de gestion. On intervient sur l'assainissement, l'hygiène aussi, parce qu'évidemment, il y a toute la chaîne, c'est l'ensemble qui est important. Parce qu'effectivement, c'est quand même l'être humain et les animaux qui polluent l'eau, qui génèrent des maladies hydriques. Donc l'assainissement est fondamental dans l'accès à l'eau potable. Mais il faut avoir effectivement les relais sur place, et pas seulement au niveau gouvernemental, mais surtout au niveau local, parce que c'est un problème local, l'accès à l'eau. C'est toujours un problème local. Donc la solution, elle est d'abord locale. Alors, est-ce qu'il reste une question de la salle? Sinon, je vais vous poser la question de la journée. Alors, quelle innovation, chacun à votre tour, vous souhaiteriez voir, que ce soit en termes législatifs ou sur des aspects pratiques? On n'a notamment pas beaucoup parlé des questions d'assainissement, de l'importance des toilettes privatives. Donc, voilà, allez-y. Monsieur Payen. Écoutez, en termes d'innovation, moi je trouve qu'il y aurait une très grande innovation dans le triangle opinion publique, médias, décideurs politiques. Ça, j'en vois deux. La première, c'est qu'on arrête de se faire peur et de penser que le sujet qui s'appelle les guerres de l'eau est le sujet principal. Parce qu'on a plutôt besoin de se serrer les coudes pour résoudre les problèmes d'eau plutôt que de se faire encore davantage peur avec quelque chose qui serait plus terrible demain. On a toutes les solutions pour gérer l'eau, mais il faut quand même s'en occuper plutôt que de faire peur à son voisin. Et ma deuxième chose, c'est que dans ce triangle dont on ne sait jamais bien qui est l'influenceur et l'influencé, on arrête de sous-estimer l'ampleur de la question de l'accès à l'eau potable. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un chiffre qui se répète partout, qui est 1 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. C'est faux. Ce n'est pas ce que disent les statistiques des Nations Unies. C'est plutôt la moitié de l'humanité. Donc arrêtons de sous-estimer le problème. Peut-être que comme ça, on s'occupera davantage. D'accord. Monsieur Marga? Je pense qu'une des solutions importantes, c'est de développer les collectivités locales, comme il y en a en Europe, qui sont très rarement existantes et qui n'ont pas les moyens juridiques de prendre des responsabilités. Donc ça veut dire qu'il faut décentraliser le plus possible dans les continents comme l'Afrique en particulier, les responsabilités de la distribution d'eau. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Désir? Oui, moi, je vais revenir sur cet aspect où sur les questions d'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les pays du Sud, les besoins sont énormes et les efforts actuellement sont insuffisants. Si on regarde les gros programmes nationaux dans les pays, en tout cas sur l'Afrique subsaharienne, là où je connais le mieux, on a souvent une contribution de l'État qui peut être de 10 à 30%, et puis des financements extérieurs, ça peut être notamment pour ce qui est de la France, donc l'Agence française de développement, la coopération allemande, les Danois, etc., qui vont contribuer à hauteur de 70 à 90%. Ça permet de faire des actions, mais les besoins sont beaucoup plus gigantesques. Et donc la question, en termes d'innovation, il y a d'autres sources de financement à trouver, et c'est probablement dans ces pays qu'on doit pouvoir les trouver. Et donc s'il y a des innovations à faire, ça doit être notamment réfléchir aux moyens d'aller chercher de l'argent auprès notamment des institutions bancaires, en leur apportant la preuve que le secteur de l'eau, c'est un secteur pour lequel elles peuvent octroyer des prêts. D'accord. Merci beaucoup. Et pour conclure, Monsieur Boinet? Le constat, si le constat consiste à dire qu'il y a 3-4 milliards d'êtres humains qui n'ont pas accès à une eau potable courante, évidemment, dans des pays pauvres, la solution n'appartiendra pas qu'à l'État ou aux collectivités locales. Donc en fait, il faut que l'ensemble des acteurs s'y mettent. Donc les États concernés, les collectivités concernées, les populations concernées, mais enfin aussi l'aide internationale, qu'elle soit des États, des ONG, enfin des collectivités locales d'ailleurs. Et donc en fait, je crois que la réponse, personne n'a la réponse seule, donc on a tous la réponse ensemble, mais il faut que chacun apporte la réponse je dirais, en fonction de... Enfin, la réponse, elle est collective, chacun dans son rôle. Donc nous, c'est ce qu'on s'efforce de faire, puisqu'on travaille sur des financements publics, on mobilise des financements publics, internationaux, nationaux. On a des partenariats avec les collectivités locales, avec des entreprises. Je pourrais citer 2 exemples. On bénéficie souvent du soutien de la Fondation Veolia dans les situations d'urgence, c'est le cas en Haïti, par la mise à disposition de matériel qui ont un coût, une valeur marchande importante, qui nous permettrait d'agir très vite.
Et puis, dans le cas de la RDC, par exemple, une grande partie de la dimension institutionnelle nous a été apportée par Aquassistance, qui est cette association du groupe Suez, de professionnels. Donc on voit bien que, après on est chacun dans notre rôle, on ne confond pas les gens, on ne confond pas les actions. Mais je crois que, voilà. Et puis tout à l'heure je le disais, je reviendrai dessus, je crois qu'il faut un outil au départ on évoquait un rapport mondial, un rapport annuel mondial, mais il faut que ça soit l'outil informatique qui le permette, pour dire quelle est la situation, quels sont les engagements pris, quelles sont les réactions qui sont faites, et qu'est-ce qu'il reste à faire. Parce qu'en fait, quand vous cherchez des renseignements, quand vous cherchez des informations, on est dans une jungle absolument considérable. Ça s'améliore énormément, ça s'est considérablement amélioré, mais il y a une disparité de sources d'informations. On a énormément de mal, il y a très peu d'informations et de transparence. Je ne dis pas qu'on ne veut pas ne pas être transparent, mais donc on a vraiment besoin d'un outil qui permet à chacun de se positionner et de voir en quoi il peut être complémentaire des autres, et voilà et puis aussi qu'on ait un suivi des engagements, quoi, et des résultats obtenus. C'est aussi motivant de savoir qu'on a des engagements, qu'on les réalise, qu'on obtient des résultats et qu'on progresse. Eh bien, écoutez, merci à tous les quatre pour vos interventions.